Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite webinaire sur les radars. Aujourd'hui, c'est François-Philippe Bellil qui est avec moi. Lui va vous aider à répondre les questions et les chats. Bonjour François-Philippe. François-Xavier. Bonjour Gonzalo. Il y a François-Philippe peut-être au bureau aussi, mais c'est vrai que les gens nous confondent l'un et l'autre. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin pour cette présentation sur le radar. Je vais t'assister, je vais manipuler les caméras et te poser des questions qui seront écrites dans la boîte questions. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui, si vous avez des interrogations, à nous les écrire et moi, je me chargerai de les transmettre à Gonzalo pour qu'il vous réponde. Merci FX. Comme ça, je vais répondre avec les noms. Donc, on va commencer tout de suite. Combien de personnes on a déjà online? Ah, on a plus de la moitié des gens qui sont inscrits. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, voici, on a notre système radar. Notre système radar est composé de 7 piles de modules. On a tout le côté gauche, que c'est le transmetteur, le côté droit, que c'est le récepteur. Et ici, on va faire toutes les manipulations de les signaux qu'on va créer pour envoyer les signaux vers les cibles. Et ici, on va récupérer les signaux, les échos qui viennent de les cibles, et on va les manipuler pour pouvoir les afficher à l'ordinateur. Maintenant, on va passer un peu à la présentation PowerPoint pour dérouler le webinaire. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on est, comment on fait le design de nos solutions académiques, de nos solutions éducatives. C'est quoi un radar? Quelles sont les solutions d'apprentissage qui sont disponibles? Et là, on va faire la démo. La démo, ça va être en 2 morceaux. Donc, on va faire une première partie de PowerPoint, la première démo, une deuxième partie de PowerPoint et la deuxième démo. Les questions, on va laisser un peu de temps au final pour répondre les questions, mais dans toute la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et François Xavier va me la passer. Je vais faire des petites pauses pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est quoi Festo Didactique? En 1925, c'était fondé en Allemagne par M. Stoll et on a commencé comme une usine qui fabriquait des produits et des outils pour travailler les bois. En 1955, une nouvelle technologie est arrivée, qui c'est la pneumatique, et rapidement Festo est devenu le leader mondial de la pneumatique. En 1965, tout le monde travaillait avec le pneumatique et la technologie a commencé à changer rapidement. C'est là que Festo Didactique a été créé pour pouvoir donner un bon niveau d'éducation à des techniciens qui vont travailler avec les nouvelles technologies qui commençaient à embarquer une après l'autre. En 2014, deux grosses compagnies, Festo Didactic et la Bolt, une Canadie américaine canadienne, se sont fusionnés pour faire une plus grosse Festo Didactic. Et en 2020, on est le leader mondial des produits didactiques. On a une gamme très très vaste de produits didactiques pour l'enseignance de d'une vaste majorité de technologies. Donc, on peut couvrir la automatisation des usines, l'automatisation et le contrôle des procédés, tout ce que c'est le fluid power, la technologie pour le contrôle des bâtiments intelligents, les énergies renouvelables, les électroniques, l'électricité et la puissance, tout ce que c'est les affaires industrielles, pompes, les pompes, les systèmes d'assemblage mécanique, les télécommunications et la technologie des radars, qui c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, et aussi la réfrigération et la climatisation. Donc, ici, on a une petite image des bâtiments dans lesquels on diffuse maintenant de la ville de Québec. On commence à profiter un peu de la neige. Ici, on embarque en hiver assez tôt. On aime bien
l'ambiance Noël à l'avance. Et dans la photo, on voit trois gars, mais des trois personnes qui travaillent à le training. Donc, le plus petit, c'est Christian Rémillard, qui maintenant, lui, nous accompagne de la maison. François Xavier, au milieu, le plus grand, qui va vous accompagner avec les questions et le chat. Et moi, complètement à gauche. Donc, bienvenue encore une fois. Comment on fait pour produire nos systèmes d'apprentissage? On va faire un groupe de professionnels qui vont travailler ensemble. On va ramener des professeurs, des professionnels qui travaillent en industrie et les professionnels de Festo. Et entre eux, vont trouver quels sont les objectifs d'apprentissage qui vont être cohérents pour un tel système. Après que ces objectifs ont été établis, on va trouver quels sont les exercices de lab que ça serait correct de faire et dans quel ordre pour pouvoir arriver à le bout de montrer une certaine technologie à un étudiant qui commence presque de zéro. Après ça, on va trouver quelles sont les spécifications de l'équipement qui va être capable de remplir ces objectifs. Une fois qu'on a les spécifications des matériels, on va voir quels sont les exercices et quelle va être la stratégie d'apprentissage qu'on va faire avec les spécifications qu'on avait trouvées. Et on va construire les premiers prototypes. Une fois que le prototype est fait, les rédacteurs techniques embarquent et commencent à tester les prototypes et à écrire les manuels qui vont avec. S'il y a des changements, c'est dans cette étape qu'on va faire les changements dans le hardware pour faire une bonne, pour qu'ils s'emboîtent très bien les matériels et les curriculums. Donc, c'est à peu près ça, le cheminement que font tous nos produits pour arriver à les écoles. Donc, on commence à embarquer déjà dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est quoi le radar? Le mot radar, ça vient du mot anglais Radio Detection and Ranging. Donc, on va essayer de trouver des objets à distance, savoir où sont, à quelle vitesse se déplacent, s'ils viennent vers nous ou s'éloignent de nous. Il y a différentes sortes de radars qu'on utilise. Par exemple, les radars pour le climat. On a des radars stationnaires qui vont nous aider à trouver les nuages, les vagues, les tempêtes. Des radars de climat aussi dans les avions. Normalement, sont montés dans la nez des avions pour trouver ça a l'air de quoi le climat qu'on va faire face dans les prochaines minutes dans l'avion. Et bien sûr, les radars qui est plus près de nous que la majorité des gens, au moins, on l'avait vu, c'est les radars d'aéroport, la grosse antenne tournante qu'on voit dans les aéroports pour le contrôle aérien. Aussi, les radars que personne ne veut les voir, mais des fois, dans certains endroits comme la Suisse, sont assez stricts. Donc, on dépasse un petit peu les limites de vitesse, très légèrement, et la police est là pour nous donner une belle étiquette avec un gros sourire. On voit dans l'image un radar dans lequel on voit la vitesse de l'autopatrouille et comment lui détecte les vitesses des autres voitures. Maintenant, des fois, l'étiquette arrive même pas en papier, ça va arriver dans une belle email avec une belle amende dedans. Donc, ça, c'est le radar à éviter. Les autres sont bien corrects. Dans les radars qu'on offre, on a les radars style militaire. Par exemple, ici, on a une comparaison côté à côté de les images qu'on a dans un vrai radar, les images dans l'écran rond, que c'est les PPI, et nos équivalents dans les systèmes didactiques. On a par exemple les ISAR, que c'est toutes les images qu'on peut faire à partir des radars. Donc, on va prendre les radars et on va faire des photographies. Ça peut être les photographies des sols, mettons les avions style espion, ou trouver quel est le patron de réflexion des différents bateaux ou aéronefs pour voir à l'aide de quoi un certain modèle d'avion dans les radars. Tout ça sont des exercices et des types de radars qu'on va construire avec nos radars didactiques. Donc maintenant, on va passer pour voir
quelles sont les solutions d'apprentissage qui sont disponibles avec les radars. Nos systèmes de radar, on va voir tantôt, à certains modules qui sont spéciaux qui nous donnent la flexibilité de pouvoir construire différents modes de radar. Ce n'est pas seulement des modes de fonctionnement, ce sont vraiment de différents radars. Et les étudier en profondeur chacun de eux. Tous les radars que je vais vous montrer, il y a quelques-uns qui sont pour utilisation civile, des autres sont pour utilisation militaire ou les deux. Les premiers qu'on va étudier, c'est les radars analogiques à pulse. Ça serait les radars de base. Ça a été comme les radars ont été créés. Et après, les autres sont différentes applications et différents développements, comme les radars d'impulsion digitale, les tracking radars, c'est pour suivre un objet. Après, on va faire les radars avec une antenne de balayage électronique. Et on rentre dans la compression des pulses. Tantôt dans la démo, on va voir pourquoi c'est important la compression des pulses. C'est plus facile à montrer qu'à expliquer. On a aussi la compression des pulses par fréquence modulée. Et après, on commence les trois derniers systèmes de radar que c'est pour les images. Donc, on a les Reader Cross Section. Avec ça, on va être capable de rayonner un objet dans tous ses côtés et trouver quel est le patron de réflexion de les différents objets et quelle est la forme que le radar va apercevoir. Aussi, on a les radars d'aperture synthétique dans lesquels on va trouver quelle est la forme de les objets et les Synthetic Aperture Radar, que c'est lesquels on utilise dans les avions pour scanner les sols. Donc, les avions espions peuvent voler dans la nuit, aucune lumière allumée, et vont être capables de trouver qu'est-ce qui est en surface. Donc, ça, c'est la façon comme les Synthetic Aperture Radar, une des applications qu'on a. Bon, François, est-ce qu'on a des questions pour le moment? Oui, une question de Tunisie. En fait, je crois que vous êtes déjà rencontré, M. Saber Dakli, qui est enseignant Oui, là-bas. Vous êtes vu en 2018. je Oui, crois que oui, ben, à Toulon. euh, 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 je ne sais pas c'est à quel endroit, mais tout ça pour dire que ben, il y a trois questions. C'est des Mhm. questions un peu plus techniques. Je me dis que c'est peut-être plus Oui. dirigé côté service, mais je peux peut-être poser quand même. Il y a la table cible qui fonctionne selon un axe, mais pas selon l'autre Ah, cible. ça c'est facile. Donc, je vais vous demander de rentrer en dessous de la table et dans les deux côtés de la table, vous trouverez des boutons avec des breakers, des disjoncteurs. Sûrement un des disjoncteurs est enclenché. Donc, les presser et ça va revenir. Parfait. Ben, il y avait trois questions. Il y a un câble qui serait manquant. Peut-être que l'équipe de service pourrait aider à l'acheminer. Oui, Puis la troisième question, c'est l'émetteur radar qui rafraîchit à 1.0 au lieu de 9.4 GHz. Peut-être que ça va demander un peu plus ça pourrait être d'investigation. un petit d'investigation et avoir, il faut ouvrir un ticket à service parce que ça Oui. pourrait être quelque chose de simple, et, mais il faut investiguer pourquoi. OK. Dans ce cas-là, je vais m'assurer qu'on démarre le billet côté Oui, service. Puis je pense que c'est tout pour l'instant. merci FX, c'est toujours apprécié ton support. Donc, les radars qu'on offre à Festo, c'est un radar dessiné pour être mis dans un salon de classe. Donc, les niveaux de puissance qu'on utilise sont très très bas, même si c'est le seul vrai radar qui est capable d'être dans une salle de classe et que c'est fonctionnel. Et on a beaucoup de brevets dans ce système. C'est un système qui a vraiment pas de compétition dans la planète. Et tous les clients qui ont acquis ce système sont vraiment satisfaits parce que le système fait beaucoup plus qu'ils pensent. C'est
une situation qui m'arrive souvent quand on fait le training. Les clients sont surpris de toutes les choses additionnelles qu'on peut faire. Est-ce que nos systèmes est safe? Oui, c'est très safe. On utilise une fréquence d'entre 8 et 10 GHz et la densité de puissance qu'on utilise en mode de transmission continue, c'est 0.02 milliwatts par centimètre carré. Si on voit l'image ici, la ligne la plus bas, la ligne noire, ça c'est le standard le plus strict qu'on a pour les rayonnements et pour l'exposition à des rayonnements de micro-ondes. Et on voit qu'on est dans le cas d'une onde continue dans les radars, mettons le Doppler, une onde continue à les horn, ici, à le horn ici, on a 10 fois moins que la plus stricte des standards. Donc, notre système est safe. Bien sûr que les étudiants, on va les expliquer qu'il ne faut pas se mettre devant une antenne qui est en train de fonctionner, c'est dangereux. Mais si par hasard les étudiants traversent l'antenne ou s'approchent de l'antenne quand lui fonctionne dans les labs, il n'y a aucun danger. Mais c'est clair qu'on doit montrer les bonnes pratiques, la bonne chose à faire. On va fournir des exercices dans nos manuels pour expliquer les différents modes de fonctionnement des radars. Ici, en arrière de moi, il y a quelques manuels que j'avais lus hier soir seulement pour vous. C'est où? Ici, ok. Donc, ça c'est une partie des manuels qu'on a dans le système. Les radars qu'on va faire en première, c'est cette livre ici, c'est les radars analogues. Et si je check dans cette livre, on a à peu près une quinzaine d'exercices. Chaque exercice, c'est à peu près 12 heures et demie. Tous nos manuels sont faits de la même façon. On va établir la théorie, on va expliquer la théorie en détail, un chapitre complet en cas où qu'il y a plusieurs exercices qui sont reliés à les mêmes chapitres. Et après l'exercice va expliquer un peu plus de théorie en profondeur et on va faire l'exercice étape par étape. Une fois que l'exercice est fini, on va voir les conclusions des recommandations. Les réponses dans ce cas, dans le cas des radars, les réponses sont dans les mêmes livres. On a aussi un livre pour l'instructeur dans lequel on a plus d'informations, surtout sur comment monter la classe théorique avant chacun des exercices. On donne des idées de quels sont les sujets qui devront être abordés dans la théorie pour une meilleure compréhension de chacun des exercices. Mais anyway, on va les toucher dans nos manuels. Pourquoi on avait mis les réponses dans les mêmes manuels? Parce qu'on est déjà dans un niveau de technologie que c'est assez complexe. On l'avait rendu très facile, mais on est dans un niveau de technologie assez élevé et les réponses pour les questions qui sont un peu compliquées sont déjà là parce qu'on veut vraiment partager toutes les connaissances. OK, donc on va changer le PowerPoint. Merci, FX. Dans nos systèmes, on a un système qui c'est didactique, mais à la fois c'est un système réel. Il y a un conflit tout le temps entre les produits industriels et les produits didactiques. Les industriels, normalement, sont dessinés pour marcher à haute vitesse avec une haute précision, mais normalement sont fermés. On ne peut pas trouver qu'est-ce qui se passe dedans et l'apprendre. Dans un produit qui c'est complètement didactique, on va comprendre comment ça marche, mais normalement, ne marche pas. On avait arrivé chez Festo à une chose intermédiaire. Un produit didactique, mais qui fonctionne comme les industriels. Bien sûr, avec
pas la capacité d'un produit réel, sont des produits beaucoup plus réduits, mais réalistes. Donc, l'apprentissage et si on veut faire un peu de recherche, sont utiles. Ça marche vraiment. On utilise les PC. Donc, avec les PC, on a la capacité de changer beaucoup de paramètres facilement. L'affichage dans les PC, c'est assez facile et on peut partager les images et c'est un instrument très utile, surtout dans les salons de classe. Donc, avec ça, on a tous les instruments dans les PC à un coût très très bas et les instruments sont d'une qualité suffisamment bonne pour la tâche qu'on veut faire. Donc, c'est facile à faire toutes les manipulations à partir de l'EPC. Comme nos systèmes fonctionnent avec des signaux réels, les exercices, on est capable de les faire avec l'instrumentation virtuelle qu'on va donner dans le logiciel ou simplement on va changer quelques filages et on va utiliser les instruments réels et on va voir exactement les mêmes résultats. Donc, c'est là qu'on voit la valeur des systèmes, que tout ce qu'on va faire, c'est absolument réel. Comme c'est un produit didactique, on a introduit dans le logiciel une partie pour mettre des fautes. Donc, les professeurs vont mettre des erreurs pour forcer les étudiants à trouver quelle est l'erreur, faire un peu de troubleshooting. Désolé, l'anglicisme, il y a plein de mots que je ne connais pas en français. Bien sûr, ce n'est pas ma langue maternelle, comme c'est sûr que vous l'avez remarqué. Mais le professeur est capable de faire différentes fautes physiques ou électroniques dans le système. Et ça va aider beaucoup les étudiants à se pratiquer pour trouver quelle est l'erreur. On fait tout ça dans le logiciel. Donc ici, on va voir à l'air de quoi un exercice. Bien sûr qu'on ne va pas faire l'exercice au complet, on va le faire d'une façon très, très accélérée, mais on va voir comment ça fit bien, comme ça coule bien l'exercice qu'on a dans le livre et les manipulations qu'on va faire avec les systèmes. Donc, on commence avec l'objectif. On va passer à travers la théorie. On explique par exemple les équations. Quand il y a des équations, on essaie de se tenir tout le temps avec l'algèbre de base, que c'est ça qu'on utilise normalement quand on travaille. Donc, on explique qu'est-ce que ça veut dire chacun des variables et on donne un petit exemple pour une meilleure compréhension. On va expliquer ici, par exemple, c'est quoi la largeur de pulse. Dans ce cas, la largeur de pulse qu'on avait utilisée dans l'exemple, ça nous permet de détecter 12 objets qui sont 300 mètres à part. Dans le cas d'un aéroport, 300 mètres, on est déjà dans la limite. Si on pense qu'il y a 2 avions dans le ciel qui sont en distance de 300 mètres, peut-être il n'y a pas 2 avions, il n'y a aucun. Ce sont déjà crashés. Donc là, on va voir un petit peu la différence entre la largeur de l'impulsion, la fréquence, et on va voir comment ça marche. On va expliquer les différentes sortes de radars. Par exemple, les radars qu'on a maintenant ici, c'est un radar qu'on appelle cohérent et homogène. On a tous les dessins qui nous expliquent les différentes parties qu'on va utiliser pour créer le signal et la récupérer et comment sont reliés ensemble. Par exemple, la détection d'un objet. On a l'antenne et on a l'impulsion qu'on va transmettre. Donc, l'impulsion voyage et arrive à les premières cibles. Dans les premières cibles se produit l'écho et l'écho revient. Mais l'impulsion va traverser la première cible et continuer à voyager jusqu'à trouver une deuxième cible. Encore, produire son écho et revenir. Donc, dans l'antenne radar, on va trouver le premier écho de la cible qui est plus proche et le deuxième écho de la cible qui est plus éloignée. Donc là, on voit qu'il y a de quoi entre la largeur de l'impulsion qu'on avait envoyée et la distance physique entre les deux cibles. Si on envoie
une impulsion trop large. On va arriver à la même situation. Arrive à la première cible, le premier écho commence à s'écrire et revient. L'impulsion continue à travers la première cible, arrive à la deuxième. Le deuxième écho commence à se produire, mais comme l'impulsion était tellement longue, les deux échos se suivent l'un à l'autre et sont collés. Quand arrive à l'antenne, le radar va percevoir pas de cible, va percevoir une très grosse cible. Donc, c'est là que la compression des pulses, c'est importante. Donc, ça va nous permettre d'avoir des cibles beaucoup plus près et les trouver encore comme deux cibles, pas comme une seule. Ici, on a un exemple de ce quoi qu'on va voir dans quelques minutes à l'oscilloscope quand on va voir deux cibles. Dans le cas complètement à gauche, on voit que dans l'oscilloscope, on trouve deux cibles très claires. Au milieu, on voit que les deux cibles sont trop près. On peut les distinguer un peu, mais commence à avoir l'air d'une seule. Donc, on est dans la limite de la distance minimale des deux cibles par rapport à la signal qu'on avait envoyé. Et à droite, on a une grosse cible. Donc, là, pour avoir un, deux ou trois cibles et on ne sait pas. Si c'est dans un radar d'aéroport, est-ce qu'on a un avion, deux avions ou trois avions? Si c'est des avions civils, pas grave, mais si ce sont des avions militaires de notre pays, ce n'est pas la meilleure condition. Donc, on va commencer maintenant la première démo. Et fixe, est-ce qu'on a des questions maintenant? À ce moment-ci, non. On vous invite toujours à poser vos questions. Vous êtes les bienvenus pour ce faire. Je profiterai de l'occasion pour rappeler qu'on a des documents à distribuer. Dans la section documents à distribuer, il y en a deux. Il y a le filet La technique présentation PowerPoint et les... et la présentation PowerPoint. Donc, veuillez les récupérer avant la fin de la présentation, sinon ça va être un peu plus compliqué à faire, mais on pourrait toujours vous les envoyer par la suite par courriel, évidemment. De retour à vous. Merci, François. Donc, je vais m'en servir maintenant. On va arrêter ça. François, est-ce qu'on peut faire une close-up de l'RTM? OK. Donc, ici, on a les modules d'entraînement reconfigurables. En gros, ça, c'est un ordinateur spécial dans lequel on va insérer cette sorte de carte. C'est ça qu'on voit ici, trois fois. Cette carte va nous permettre de faire des connexions externes et à l'intérieur, on a des cartes électroniques et on a aussi des chips de mémoire. Dans chacune des cartes, on a des différentes fonctions et des différentes firmware qui est enregistré. Donc, la présence de les cartes, ça va être détecté avec l'ordi et un peu comme un PLC, on va downloader et on va reconfigurer cet ordi pour qu'il marche d'une certaine façon avec les nouvelles pièces de hardware. C'est ça la façon comme les modules d'entraînement reconfigurables marchent. Ici, dans la première carte, on va voir comment on émet la signal qui était transmis. Donc, on va commencer maintenant pour la partie en haut et on va voir qu'est-ce qu'on a connecté et qu'est-ce qui se passe ici. Dans la première partie, on a un oscillateur de radiofréquence. Ici, on va créer la fréquence qu'on va envoyer. Après ici, on a un générateur de pulses. On va mélanger les deux signaux ensemble. On va les envoyer par ici à l'antenne. Et on arrive à l'antenne ici. Dans l'antenne, on a un circulateur. Le circulateur, c'est un peu comme un feu de trafic. Le signal arrive et forcé à aller à l'antenne, bien à les cornets,
le cornet s'en va le réflecteur, de le réflecteur s'en va la cible, l'écho revient à le réflecteur, ça rentre dans le cornet, ça revient encore à le circulateur, et c'est là que le circulateur dit, OK, ça c'est un signal qui vient de l'antenne ou ça va à l'antenne. Et commence à les partager. Donc, laisse passer seulement les signaux qui vont à l'antenne par ici et les signaux d'écho qui reviennent seulement par là. Une fois qu'on a nos signaux d'écho qui reviennent, on revient à le récepteur. Ici, on va montrer à le récepteur quel était un échantillon de la signal qu'on avait envoyé pour qu'il sache comment on a été envoyé. On va travailler un peu la trigonométrie ici et on va les multiplier pour une sinus et une cosinus. Donc, on va avoir deux signaux qui vont être manipulés déjà. L'un va être en retard à l'autre de 90 degrés. On vient ici à l'échantillonneur des deux canons. Et ici, on va changer quelle est la distance de détection. On va changer le gain et le parallélisme des courants directs. Et ici, on a un signal assez propre qu'on va envoyer à les modules d'entraînement reconfigurable. Dans les modules d'entraînement reconfigurable, on va manipuler encore plus la signal. Donc ici, on va injecter quelque chose que je vais vous expliquer tantôt. Donc ici, on a un signal un peu manipulé déjà qui rentre dans la deuxième carte, laquelle fasse son processing final pour l'envoyer à l'ordinateur et pouvoir afficher. Donc maintenant, on va checker dans mon ordinateur le logiciel qui va avec. Bon, ici on a les 9 types de radars qu'on avait vus dans la présentation. Pour la démo, aujourd'hui, on va utiliser les radars d'impulsion analogique. Donc maintenant, se connecte via Ethernet à les modules d'entraînement reconfigurables. Et on a plusieurs onglets ici dans l'écran d'accueil. On a les RTM avec les différentes cartes et dans l'ordre qui devrait être placé dans nos systèmes. Après, les connexions qu'on devrait faire, qui sont les mêmes connexions dans les manuels selon tous les exercices. Ici, c'est la connexion de base générale pour les radars analogues. Dans les exercices, on va commencer à faire un peu de changements selon l'exercice. Donc, ici, on a les MTI. C'est l'endroit où on va faire la manipulation de la signal. On voit qu'ici, on a les canaux I, les canaux Q, qui sont les deux canaux qu'on avait multipliés par les sinus et les cosinus. Et on a des boîtes, par exemple les STC, les MTI, que c'est les indicateurs de cibles mobiles, que vous pouvez les mettre on peut les allumer ou les éteindre. Donc, en gros, chacun de ces boîtes, ça va être un chapitre de le livre. Quand on va l'utiliser, pourquoi on va l'utiliser, quelle est son utilité. Donc, pour faire la première démo, je vais vraiment servir de mon oscilloscope. Et j'ai des points de test ici, les points bleus, que ça sont reliés à des points réels dans le système. Et aussi dans le système réel, on peut accrocher des sondes d'oscilloscope réels. Et aussi, on peut les mettre dans les RTM et voir dans les vrais oscilloscopes ou dans l'oscilloscope que je vais vous montrer les signaux soit physiques, directs dans le système ou les sondes dans les MTI et dans les display processors.
Donc, on va ouvrir notre oscilloscope. On va changer quelques paramètres dans l'oscilloscope maintenant. Le time base. OK. Là, je vais commencer à transmettre. Donc, mon antenne commence à rayonner. Et là, on voit un papillon. Le papillon, c'est la cible qui se déplace maintenant. Je vais l'arrêter. Donc, on voit le signal en jaune et le signal en bleu. C'est exactement le même signal, c'est le même écho qui vient de ma cible, mais c'est en quadrature. Donc, la quadrature, ça nous aide quand l'une signal est complètement faible, comme maintenant la jaune, c'est complètement faible, sera presque invisible pour les radars. Le signal bleu, c'est très très fort. Donc, on est sûr qu'on va voir une cible visible tout le temps. Quand un signal se déplace, on voit que les papillons bougent. Donc maintenant, c'est moi qui bouge à la main ma cible. Je vais changer maintenant ma cible pour une cible carrée pour voir l'effet de la largeur d'impulsion. Donc, comme vous voyez, je n'avais pas arrêté mon antenne. Je viens de traverser devant. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on va expliquer à les étudiants d'arrêter la transmission de l'antenne quand vous traversez en face. Je vais changer un petit peu plus mon oscilloscope parce que c'est un signal un peu trop fort. Okay. Donc, voici mon signal. Et je vais mettre maintenant une deuxième cible. Ici, j'ai une cible transparente, c'est un plexiglas, que je vais le mettre devant ma première cible. Donc là, on voit apparaître une deuxième cible. Là. Ma cible mobile, maintenant on le connaît bien. Je vais m'approcher de ma cible fixe. Et là, on a deux cibles. Ma cible mobile et ma cible fixe sont une à côté de l'autre et on les détecte comme deux cibles. Et si je mesure maintenant la distance entre les deux cibles, on a à peu près 25 cm. C'est clair que cet exercice est fait avec beaucoup plus d'étapes. Maintenant, on le fait très très vite. Mais c'est hallucinant qu'un système soit capable, dans la salle de classe, de détecter deux cibles à 25 cm l'une de l'autre à la vitesse de la lumière. Si on change maintenant la largeur de pulse, on va voir quel est l'effet. Maintenant, je suis avec une pulse de 1 nanoseconde. Ça va être 2 nanosecondes. On vient d'être dans la limite de la résolution et 5 nanosecondes. Aussi, on a dans le système une variable dans laquelle on peut varier à la main la largeur de l'impulsion. Donc là, on voit encore du cible. Maintenant, on commence à être dans la limite de la résolution et on l'avait perdu. Donc, ça sont des manipulations qui aident beaucoup dans un produit didactique. Pouvoir tester, pouvoir répondre en temps réel quand les étudiants disent et lève la main et dit, monsieur, qu'est-ce qui arrive si on fait telle chose ou telle autre chose?
au lieu de répondre seulement verbalement, si on peut démontrer et on peut tester, ça c'est beaucoup mieux dans un salon de classe. Donc, c'est ça la première partie de la première démo. Aussi, pour la table cible, je vais le mettre à, je vais enlever ma cible fixe et je vais mettre à bouger ma cible mobile. Et je vais demander à FX de vous montrer maintenant la table cible et le contrôle de la table cible. Donc, ici, j'ai le contrôle remote de la table cible. Ma table cible peut être commandée et on peut lui donner une position spécifique à la cible. On peut lui changer sa vitesse. On peut aller dans trajectoire et faire que la cible bouge dans un cercle, un carré, un symbole d'infini ou une diagonale. Je ne sais pas si tu peux t'approcher à la... Et voilà. Aussi, on peut faire un contrôle externe. Donc ici, on a deux connexions BNC X, Y. Donc on peut faire un contrôle externe et faire bouger la cible dans une trajectoire spéciale. Ou on peut utiliser le Synthetic Aperture Radar pour faire rassembler à la table cible comme si ça serait un avion qui se déplace dans certaines vitesses et échantillonne les impulsions pour faire un scanning de les sols. Donc, c'est comme ça que marche la table cible. Maintenant, on est en mode vitesse et on voit la position exacte de la table cible et sa vitesse. Le système a un câble USB. Le câble USB, c'est seulement pour lui donner son énergie. Il n'y a pas de communication. Ouais. Il n'y a pas de communication entre l'ordi et ça. Le câble USB, ça pourrait être branché à un chargeur, mettons, de téléphone cellulaire. Et ça marcherait pareil. Il y a un radar que j'avais vu, que c'est une simulation, dans laquelle une sorte de table cible est branchée à l'ordinateur et dit c'est où la cible à l'ordinateur. Donc, ce n'est pas un vrai comme on vient de montrer. Ça, c'est une simulation. Ici, il n'y a rien connecté, sauf le rayonnement de l'antenne entre la table cible et l'antenne. Parfait. Je vais arrêter mon émission et on revient à la présentation PowerPoint pour la deuxième partie. Est-ce qu'on a des questions, François Xavier? Oui, Gonzalo, on me demande s'il y aura moyen de réécouter le webinaire Oui, le au webinaire, terme. c'est enregistré et le webinaire, ça va être disponible d'ici 24 heures. Donc, demain, à la même heure que vous avez rentré dans le webinaire, vous recevrez un email avec les liens et vous pourrez downloader les vidéos et les regarder par après, bien sûr. Voilà, c'est tout pour l'instant. On peut continuer. Bon, Mais n'hésitez pas toujours à écrire dans notre boîte de questions. OK. Donc, from current slide. Voilà. Donc, c'était la première partie de la démo. Ici, on a les RTM qu'on avait vu déjà dans les logiciels, on l'avait vu live. Il y a des cartes, comme par exemple la troisième carte qu'on voit là, que des fois, on ne va pas les connecter tout le temps dans les exercices, mais doit être mis dans les RTM pour qu'ils fonctionnent. Car, comme j'avais dit, il y a des firmware qui sont enregistrés dans chacune des cartes. Dans l'écran, dans le processeur de MTI, c'est une écran qu'on va voir presque dans tous les radars, parce que c'est là qu'on va faire la manipulation des bases pour nettoyer notre signal. Une fois que le signal de radar marche, on avait trouvé les cibles. Là, on va commencer à trouver des problèmes externes et des problèmes internes de les radars. Par exemple, des problèmes externes, ça pourrait être
la pluie, les vagues, les vents, ou dans un aéroport, la ville. Tous les bâtiments qui sont autour de l'aéroport sont réfléchissants. Donc, on va avoir plein de cibles qu'on sache qu'elles sont là et on ne veut pas les voir. Donc, comment on peut les effacer de notre écran? Donc, toutes les manipulations, on va les faire à partir de cet écran qu'on voit maintenant. Les réglages se font quelques-uns à l'écran, quelques-uns, comme vous avez vu, dans les modules. Donc, tous les contrôles et toutes les configurations qu'on donne sont expliqués à détail pourquoi une configuration doit être faite d'une certaine manière et quels sont les critères pour s'en servir de cette combinaison de configurations. C'est là que la beauté du système arrive. Normalement, dans les radars qui sont en opération dans les aéroports, il y a quelques boutons que, par exemple, s'il y a la pluie, on appuie sur un bouton et enlève la pluie. On appuie sur un autre bouton, enlève les vagues si on est à côté de l'océan. Mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe en arrière, comment ça marche et pourquoi ça marche de telle façon. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà automatisées et c'est bon que ce soit automatisé. Mais pour l'apprentissage, c'est mieux pouvoir les manipuler et voir quel est l'effet de faire une autre chose ou une combinaison des actions. Le système, comme vous l'avez vu, on a des câbles BNC et toutes les connexions sont rapides, sont faciles. Si on veut changer la façon de fonctionnement des antennes, on a des systèmes d'éclipse que les antennes vont être bien alignées, bien configurées, mais ça prend des minutes à reconfigurer le système physiquement. Tous les systèmes comme c'est modulaire, si par hasard vous avez un problème dans un des modules ou la table cible, comme on construit tout ici à Québec, les morceaux de reposition, on les a toutes. Donc, on est capable de reconstruire exactement le même modèle qui va remplacer le modèle qui s'est brisé dans votre école. On va fournir des avions. On a des avions civils, des avions militaires. Ces avions sont des modèles, bien sûr, en plastique, mais sont traités, sont peinturés avec une peinture réfléchissante, donc deviennent visibles pour les radars. On va vous fournir un système de support. On voit en partie ici le matériel rose. C'est un matériau qui est complètement transparent pour les radars. Donc, quand on met en place les avions, pour les radars, c'est comme si c'était un vrai avion qui est dans le ciel. Donc, l'effet, ça va être pareil. Voici on a une image que j'avais prise de l'endroit où je suis maintenant. Et je vais recréer la même image, mais live, tantôt. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, toutes les choses qu'on voit maintenant à l'écran. Nos systèmes est construit à l'intérieur avec des chips de DSP, des state of the art. Donc, c'est le meilleur chip qu'on a dans le moment pour la tâche qu'on veut utiliser. Donc, tous les matériaux et toutes les choses qu'on utilise dans les radars sont de très haute qualité pour vous fournir un très bon produit. Comme j'avais mentionné tantôt, le système n'est pas du tout un simulateur. C'est un système réel, ça marche avec des ondes réelles et les résultats sont réels. La seule chose qui est différente, c'est la puissance, que c'est une puissance très très basse pour pouvoir les mettre dans une salle de classe. Comme on avait vu un peu, la largeur de l'impulsion, c'est important pour pouvoir détecter les objets. Nos systèmes sont capables de détecter des objets à 1,8 mètres, 3,6, 7,2 mètres. Et quand on ajoute la compression d'impulsion, on peut arriver jusqu'à 12 mètres. Donc, c'est un système avec une puissance très, très réduite pour avoir une distance assez courte. Si on pense que les radars les plus petits sont pour au moins 100 ou 200 km de distance,
12 mètres, c'est quelque chose de très, très spécial et très petit. On pourrait créer de différentes sortes de radars, par exemple les radars Doppler, les radars de ondes continues à fréquence modulée, que c'est les altimètres des avions, entre autres. Donc, toutes les sortes de radars qui sont presque toutes, pas toutes, sont disponibles maintenant. On peut les recréer et on va les étudier à détail avec nos systèmes. Dans les systèmes de traitement digitaux de la signal, c'est la même chose qu'on a dans un radar d'aéroport. Là, on va prendre les cibles de façon analogique et on va les traiter de façon digitale. Et ici, on voit qu'on a trois cibles dans les PPI et ça va être trois avions différents dans lesquels on peut les changer son nom, on peut les donner un nom spécial, trouver quelle est sa vitesse et quelle est sa trajectoire. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les radars pour le contrôle aérien. Ici, on a une image des systèmes qu'on utilise pour faire les images SAR des modèles d'avions qu'on a fournis. Et aussi, nos systèmes est disponible en plusieurs langues. Les logiciels, on peut les changer la langue directement dans le logiciel et les manuels sont disponibles bien sûr en français et dans des autres langues. Donc maintenant, je pense qu'on commence à être un peu serré dans le temps. Je vais passer à la deuxième partie de la démonstration. Et si on a le temps, on va continuer avec le PowerPoint. Ça nous manque 3 ou 4 slides. Donc, on change maintenant à la deuxième partie de la démonstration. Donc, je vais ouvrir maintenant mon indicateur de radar. Et je vais mettre mon antenne à tourner. Est-ce qu'on peut avoir une picture in picture? Merci. Donc, maintenant que mon antenne commence à tourner, je vais commencer la émission. Je vais donner un petit plus de vitesse à ma cible. Et on commence à voir qu'il y a de quoi qui s'affiche à l'écran. Dans l'écran, je vais changer maintenant à une codification de couleurs. Et je vais trouver c'est où ma cible. Quand on va installer un vrai radar dans un aéroport, on va installer l'antenne, mais on doit savoir exactement à quelle distance sont les cibles et pouvoir faire une calibration assez précise de ça. Comment on va faire ça? Donc, maintenant, on va arrêter la cible et on l'avait mis dans une position X. Dans l'aéroport, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, se construire une cible et vont les déplacer et vont les mettre, mettons, à 15 km nord de 15 degrés est. On met un réflecteur là, donc eux sachent que de la position de l'antenne, physiquement, cette cible est là. Donc maintenant, la cible que je viens de l'arrêter et la mettre là, ça va être mon réflecteur d'aéroport. Je vais mesurer avec mon ruban de la base de mon antenne et ma cible maintenant est à une distance de 187 centimètres. Pardon. Donc, je vais chercher c'est où 147, pardon, 147 centimètres. Donc, je vais mettre ici à on mon bearing. Et maintenant, je peux changer ça. Donc, ma cible est là. Et en haut, je vois les rayons.
Voilà. 149. Voilà. Donc, maintenant, cette partie, c'est à 147 cm de l'antenne. Mais je vois que ma cible n'est pas du tout dans l'endroit qui devrait être. Donc, je viens d'enlever mes modules et je vais commencer à changer mon origine. Je dois les changer et attendre un tour d'antenne. Et voilà, je commence à m'approcher à la position réelle. Et je suis presque rendu. Et voilà. Donc là, mon réflecteur est physiquement dans une certaine position et je viens de matcher les zéros de mon radar et de mon antenne électroniquement avec la vraie position. Et maintenant, on voit dans l'écran qu'il y a une sorte de ligne de cible qui sont assez distancées à une distance pareille. C'est quoi ça? Ça, c'est à l'intérieur de les murs, on a une structure métallique en barre qui se tient tout le long de les murs. Donc, tous les métals qui sont à l'intérieur des barres, c'est ça les cibles qu'on voit maintenant. On voit aussi ici le module de radar. Et ici, très très loin, pas trop loin, mais un peu loin, on voit mon ordinateur. Donc, c'est là qu'on avait fait la calibration et on a calibré l'origine des systèmes radar. Donc, maintenant, je vais mettre ça à off. Je vais mettre des problèmes maintenant. Par exemple, on peut avoir du bruit. On va faire une interférence. Donc, ça laisse de ça une interférence dans un radar. Ici, je vais demander à FX de me changer les plans de la caméra pour voir quels sont les autres éléments qu'on a ici. Ici, on a par exemple notre antenne de balayage électronique, l'antenne qu'on va utiliser pour la compression des impulsions, des autres sortes de cibles. Par exemple, ça c'est, vous devez me croire, ça c'est un avion qui vient vers vous ou un avion de côté. Je sais, c'est pas trop aérodynamique, mais crois-moi, c'est ça un avion. Et cet appareil, ici. Cet appareil, c'est notre jamming pod. Quand on rentre dans les applications militaires, comme on avait vu avec les petits bruits que je viens de mettre, les radars peuvent être influencés par des facteurs externes. Donc, on va créer des facteurs externes d'une attaque électronique avec ça. Et qu'est-ce que les étudiants vont apprendre là, c'est quelle est la façon d'utiliser le jammer pod pour créer des circonstances spéciales contre un radar. Et le groupe, mettons B dans la même classe, va être les radaristes qui vont essayer de faire les contre-mesures électroniques pour se débarrasser des signaux qui sont émis par les jamming pods. Donc, ça c'est comment ça marche un radar dans une moyenne de cibles actives. Donc, ça veut dire quand la cible fasse de quoi contre toi. Aussi, on a un radar le tracking radar, que c'est les radars qui sont dans les avions. Quand l'un avion suit un autre et essaie de le faire tomber, va bloquer la cible et c'est les radars qui se bloquent sur la cible. Donc, on va recréer ça ici. On va voir
aussi un joystick dans lequel on va trouver la cible c'est où et bloquer l'antenne, et l'antenne va se bloquer sur la cible et va continuer à le suivre. Donc, ça, c'est un peu des applications militaires qu'on a dans nos radars. Maintenant, je vais vous montrer comment on va mettre le clutter dans nos signaux radar. Donc, je vais enlever maintenant l'interférence. Et ici, je vais configurer un petit peu de pluie. Et voilà, la pluie est en face de notre cible. Donc, ici, on a un pluie d'une certaine taille, position, angle. Donc, on peut manipuler où on va mettre la pluie pour cacher la cible, que ça serait l'objectif. Et après, comment on va nous débarrasser de la pluie seulement électroniquement. Et on peut mettre aussi des barres dans l'océan. On va les mettre dans les murs. Non, ici. OK. Donc, les barres d'océan sont dérangeantes pour les radars, mais à côté de l'antenne. Pour les radars, quand les ondes s'éloignent des radars et sont sur la surface de l'océan, ça semble flat. Donc, les vagues sont un problème très près de l'antenne. Donc, ici, on a un peu comme on va manipuler les clutters pour cacher la cible. Comment on fait ça? Si on revient à notre RTM, dans la première carte, je vais vous expliquer que les deux signaux rentrent dans les cartes et ça sont les signaux réels. C'est ici que l'ordi va créer la pluie ou va créer les vagues d'océan et va injecter à la signal qui vient de l'antenne. Et les deux signaux mélangés sortent de la première carte et rentrent à la deuxième carte pour pouvoir être affichés dans les PPI. Si par exemple, on nous connecte dans une vraie PPI, dans un aéroport d'ici, dans le vrai PPI va apparaître la pluie comme si c'était une pluie complètement réelle. La base de données dans laquelle on avait trouvé les pluies qu'on avait affichées et les vagues sont à partir des bases de données réelles des antennes réelles. Donc, ça va se ressembler beaucoup à la réalité. Donc, avec ça, je viens de définir un peu les démos des radars pour aujourd'hui. Ça a été vraiment agréable d'être avec vous ce matin ou cet après-midi si vous êtes en Europe. Et s'il vous plaît, s'il y a des questions, on va rester ici avec François et quelques minutes. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Gonzalo. Point de vue question, on me demande ici s'il est possible de démarrer avec une configuration minimale et de bâtir avec ça par la suite. Je ne sais pas à quel point Oui, c'est modulaire le système. oui, le système est modulaire. Justement, on a dans les datasheets, vous trouverez qu'il y a différents modèles de radars. Donc, c'est clair qu'on peut commencer par un radar de base, que c'est à peu près le modèle que j'ai ici. Et après, on va ajouter les autres radars, par exemple, et des modèles additionnels, ça serait les radars, les tracking, les balayages électroniques, la compression d'impulsion, les apertures synthétiques et les apertures synthétiques inverses. Ça sont des additionnels. Mais un bon système de radar de base qui a déjà facilement 250 heures d'exercice à peu près, je dirais que ça serait lui, dans lequel on peut étudier les radars analogiques et les radars digitales. Donc, oui, on peut avoir un modèle de base et après les grandir selon les besoins des clients.
ou les besoins de l'institution. Si on avait un autre exercice à faire, qu'est-ce que tu aurais aimé faire aujourd'hui? Je sais qu'on a une contrainte de temps, mais qu'est-ce qui aurait pu être intéressant à montrer? Par exemple, aurait été très intéressant à montrer en utilisant cette carte ici, les radars de poursuite. Donc, dans les radars de poursuite, on va changer les connexions. Maintenant, l'antenne est commandée par les synchronisateurs de radar et les contrôleurs d'antenne dans lesquels on trouve à quelle vitesse on envoie les impulsions et on contrôle la rotation de l'antenne pour savoir dans quel angle on est et on envoie la même quantité d'impulsion par degré. Donc, on va changer cette partie ici avec cette carte pour que l'ordi puisse prendre contrôle de la rotation de l'antenne. Donc, là, l'ordi va commencer à chercher la cible et mettons que vous êtes la cible que je vais chercher et je vais jouer le rôle de l'antenne. L'antenne va avoir deux cornets et on va rayonner avec l'une cornet et l'autre cornet. Donc, si je suis l'antenne et je commence à tourner, je vais rayonner comme ça. Tac, 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 tac. Mais comme j'avais trouvé que la cible est là, dans l'un cornet, je vais avoir un signal très fort et dans l'autre, un signal très faible. Donc, je vais tourner vers le signal plus fort et je reviens. Ah, maintenant, le signal plus fort est dans le deuxième cornet et je commence à faire des tours plus petits jusqu'à un point que je vais être comme ça. Donc, c'est ça la façon qu'on utilise pour trouver la cible recherchée. Et une fois qu'on trouve la cible recherchée, on les bloque là et l'antenne va continuer à bouger légèrement en balayant sur la cible tout le temps. Ça, c'est un exercice très intéressant parce que là, on peut mesurer la cible en distance et en parallèle ou combiné. Donc là, on voit comment on doit manipuler le signal parce que c'est très facile de prendre la cible quand on fait en distance, mais quand ça bouge en façon parallèle, c'est plus facile à les perdre. Donc, comment on va manipuler les gains, si on a des clutters, on va élever les objets physiques qui sont statiques. Donc, toutes les manipulations qu'on va faire, c'est faire ça dans les tracking readers. Ça aurait été une autre démonstration assez intéressante, mais c'est beaucoup plus compliqué et on a un temps assez limité dans le webinaire. Merci Gonzalo, je pense que c'est bien apprécié les explications supplémentaires puis les idées d'exercice qu'on peut faire en plus. C'est tout ce que je vois présentement dans la boîte de questions. Je pense on pourrait remercier les gens d'avoir participé, d'avoir posé des questions, d'avoir été aussi attentifs. Et je te remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui parce que moi aussi, j'apprends en même temps. Merci François, c'est très, très gentil tes mots. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous demander des questions sur les radars. Si vous aurez à avoir une autre démonstration, mettons, privée avec les professeurs de votre institution, appelez-nous, on va nous arranger pour faire une situation similaire à maintenant. Ça va être un peu différent. Maintenant, c'est presque une seule voix. Donc là, on va ouvrir les micros de tout le monde pour pouvoir faire 2 ou 3 exercices complets avec toutes les explications qui vont autour. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Bon après-midi et bon matin pour l'Amérique. Bye bye. À la prochaine.